Monsieur Ernest Bougadir, président du CDS. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, je voudrais vous souhaiter dans cette magnifique salle des salons Hoche la bienvenue et en même temps vous saluer très chaleureusement au nom de notre État. Mais avant toute chose, j'aimerais tout d'abord adresser mes remerciements au président français, M. François Hollande, de nous avoir permis d'être ici, de nous avoir autorisés et de nous comprendre. Oui, pour nous, c'était un véritable soutien parce que résonne encore en nous son merveilleux discours prononcé le 6 juin dernier à Caen, sur les bords du débarquement, où il a fait appel aux hommes politiques de cesser le retour en arrière, où il a mis en exergue que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du respect des droits de l'homme, car dans tout conflit, ceux qui payent, ce sont les civils. Et nous ne voulons pas que les civils au Congo-Brazzaville subissent quoi que ce soit. Nos remerciements aussi vont vers le Premier ministre Manuel Valls sur son engagement et sur son aide, de nous comprendre qu'effectivement, dans tous les pays du monde, en particulier en Afrique et au Congo singulièrement, la démocratie doit s'exprimer au nom de l'essentiel, c'est-à-dire le droit à la vie. Mes remerciements vont ensuite à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Laurent Fabius, qui a su dire il y a peu, pour ne pas dire vers le mois de novembre 2013, qu'il se préparait un génocide et que ce qui se déroulait en Centrafrique pouvait se propager. Nous le remercions d'avoir attiré l'attention des hommes politiques européens, d'être attentifs. Sinon, on assisterait à d'autres génocides. Je remercie également le président Barack Obama, le président des États-Unis d'Amérique, qui, lors de son premier voyage en Afrique, a dit « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. » Oui, nous remercions ces grands démocrates. Et je remercie aussi le président Poutine d'être venu à Paris, balayer ce qui pouvait être comme un léger différend pour regarder de l'avant, pour que ce qui s'est passé lors du débarquement ne soit plus. Oui, je remercie également les présidents africains qui nous ont témoigné leur compréhension. Et je voudrais saluer Monsieur le vice-ambassadeur de l'Angola qui nous a fait l'honneur d'être présent parce qu'il s'agit de voir ce que nous pouvons faire avec le peuple Congo. Mesdames et messieurs, je n'oserais pas dire, je n'oserais pas citer tous ceux à qui nous devons des remerciements. Mais comme nous avons été élevés au lait de la francophonie, mes vœux, mes félicitations et mes remerciements que je donne à la France
Je les adresse aussi à tous les pays, à tous les États, amis, partenaires. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les raisons de fond qui fondent notre démarche. Non, ne croyez pas que c'est au lever que nous nous sommes dit qu'il nous faut un État du Sud-Congo. Non. Mais pour qu'on se fixe bien les idées, il y a eu 750 000 personnes qui manquent à l'appel. Il y a eu 353 jeunes gens à la fleur de l'âge qui n'avaient même pas 13 ans, ont été sélectionnés, mis en rang, enfermés vivants dans des conteneurs et jetés dans le fleuve Congo. Il y a 353 personnes, jeunes gens, qui ne savaient pas ce que c'est que la politique, ont été triés parce qu'ils étaient du Sud Congo. On les a mis dans des trous, on a versé de l'essence, on a brûlé. Il y a eu Kimaza, Banzangongo, où il y a 350 familles qui sont enterrées là-bas parce qu'ils appartenaient au sud du Congo. Oui, mesdames et messieurs, quand je suis allé à Kimaza, au Bas-Congo, quand je suis revenu au Congo-Brazzaville, je suis passé à la télévision du frère du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Et j'ai dit ceci, ce qui est advenu entre 1997 et 2000 ne doit plus advenir au Congo. Si jamais cela pouvait se refaire, il serait mieux que chacun se retrouve chez soi. Oui, quand j'ai fait les vœux à la presse en 2010, dans les quartiers fidèles au président Sassou, j'ai dit ceci, il fallait qu'on mette en place un gouvernement de la République, un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire un gouvernement du Nord et du Sud, pour que chacun s'y retrouve. Si on ne mettait pas en place un gouvernement d'union nationale, pour que, alors il était beaucoup plus serein pour chacun que le président de la République reste au nord et nous restons au sud. D'ailleurs, le président Sassou m'a pris au mot. La preuve, il reçoit tous les chefs d'État en visite officielle, tous les chefs de gouvernement en visite officielle, dans son PCA d'Oyo qu'il a maintenant institué comme capitale de la République du Congo. Je comprends qu'il puisse inviter des chefs d'État, mais quand les chefs d'État viennent en visite officielle, c'est dans la capitale qu'ils doivent être reçus. Or, lui, il les reçoit au nord, à Oyo, et il tient les conseils de ministres dans cette localité. Ce qui veut dire qu'il a déjà créé son État. Mais il n'a pas eu le courage de le formaliser. Alors, mesdames et messieurs, vous avez vu les raisons. Nous l'avons dit, Monsieur Sassou, vous ne voulez pas formaliser votre État, nous formalisons le nôtre. Et nous l'avons fait de manière diplomatique parce que il ne faudrait pas que l'on dise, comme en 1977, les gens du Sud ont tué Marie Ngouabi. C'est pour cela que nous avons pris, comme le général de Gaulle, pour faire face à l'inacceptable, pour faire face à la barbarie, pour faire face au général Pétain, embarqué dans une embarcation de fortune avec son épouse. Ils se sont retrouvés à Londres, chez Churchill. Et il a dit ceci, vous accueillez ici la France. Et
C'est cet acte, cette volonté qui a fait que la France reste la France. C'est cet acte souverain qui a fait que la France reste libre. Et c'est cet acte qui a fait que vous recevez ici, M. Turtil, la France, sans demander un quelconque référendum au peuple français, que la résistance s'est levée, le peuple de France s'est levé, la France fut libérée et la France reste libre. C'est pour ça, mesdames et messieurs, la démarche qui a consisté aux signataires que vous voyez là est une démarche souveraine et personne ne peut la contester parce que le peuple du Sud subit de l'inacceptable. Oui, ce n'est pas un caprice. Beaucoup de gens ici savent. J'ai chaque fois dit au président de la République, regardons de l'avant, mettons en place un gouvernement pour que cessent les massacres. Mais comme j'étais et je suis du Sud, il disait cause toujours. Oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas du jour au lendemain que cette idée est venue. D'ailleurs, pour les plus anciens qui sont ici, en 1960, lorsque la République du Congo, comme on l'a rappelé ici, a déclaré l'indépendance, les peuples du Sud étaient heureux parce qu'ils pensaient que ce n'était pas avec les peuples du Nord qu'on était. On se séparait d'eux. Mais quand on leur a dit non, c'est avec le peuple du Nord que nous allons vivre, ils étaient malheureux. Vous comprenez que lorsque dans un couple, lorsque dans un ménage, on ne s'entend plus, pour éviter de casser la vaisselle, il vaut mieux se séparer à l'amiable pour éviter que on enrichisse les avocats, même si je sais que j'ai des amis avocats. Et pour éviter qu'il y ait des problèmes en ce qui concerne la garde des enfants. Non, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un caprice parce que nous n'aimons pas cette politique-là de régler les problèmes à coup d'arrestations arbitraires, à coup de canons. Non. Nous sommes dans un monde aujourd'hui élevé au lait français, c'est-à-dire avec la langue française, chaque mot français a une valeur. Et c'est cette valeur-là. Mais nous refusons qu'aujourd'hui, l'État du Nord-Congo nous assujettisse. Le peuple du Congo s'est soulevé quand il y avait l'esclavagisme. Alors il n'est pas question que l'État du Nord-Congo, que le clan Boshi de M. Sassou nous asservisse. Nous refusons ça. C'est pour ça, ici et maintenant, nous dessinons le contour du Congo. Le Congo qui va être, avec l'association des autres, le point de départ des États-Unis d'Afrique centrale, où le Congo doit être le promoteur de cette union. Oui, mesdames et messieurs, vous avez vu que dès lors où nous avons envoyé la requête à Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui l'a bien reçu, la conséquence politique est que M. Sassou n'est plus président, puisqu'il a été élu président sur la base de l'unité du Congo, de la République unie et indivisible. Or, ce Congo n'existe plus. Il ne peut plus se prévaloir d'être président. Mais pour ne pas être non plus taxé d'irresponsable, parce que M. Sassou, son gouvernement, son parlement
ne peut plus engager la signature du Sud Congo. Ça veut dire que, à l'issue de cette conférence, nous allons consulter des cabinets de conseil pour qu'avec eux, nous engageons les procédures qui vont avec notre souveraineté de l'État du Sud, à savoir écrire de nouveau au secrétariat administratif des Nations Unies pour demander un administrateur judiciaire du Congo. Et en même temps, mettre en place un compte séquestre de tous les comptes du Congo. Cela veut dire que tous ceux qui investissent au Congo ne peuvent plus donner, ne peuvent plus verser l'argent dans les comptes de l'État congolais, mais cet argent doit être versé à ce compte séquestre. Et pour continuer l'existence de l'administration, c'est ce compte séquestre qui va régler toutes les questions administratives et en même temps permettre à tous les investisseurs de continuer de travailler. Et nous disons clairement ceci. Dès lors où les Nations Unies ont reçu de manière officielle la requête de déclaration de l'État du Sud Congo, c'est un état de fait. Nous avons averti de manière officielle les autorités congolaises. Monsieur Denis Sassou Nguesso a reçu officiellement cette requête. De même, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, ainsi que le représentant de l'État Congo en France, c'est-à-dire l'ambassadeur M. Henri Lopez, ont droit, quand la requête est déposée, l'ONU ne vote pas, elle prend acte. Et M. Sassou ayant reçu la requête, sans répondre, puisqu'en français on dit qu'il ne dit mot consent. Il a donc consenti à l'existence de l'État du Sud Congo. Il nous reste donc, mesdames et messieurs, à vous tracer l'existence officielle de l'État du Sud Congo. La première décision que nous allons donc prendre, c'est d'engager un cabinet conseil, de faire toutes les formalités administratives au niveau des Nations Unies et par la suite mettre en place un compte séquestre et un gouvernement d'union nationale, tout au moins un gouvernement provisoire de la République du Sud Congo, comme le général de Gaulle l'avait fait à Londres. Et ce gouvernement provisoire siégera ici à Paris, comme pendant la Grande Guerre, pendant la dernière guerre, Paris, pour que la France reste libre, avait transféré sa capitale à Brazzaville. Nous, pendant la période de mise en place de cet État, nous allons mettre nos institutions provisoires ici en France, à Paris. Et comme nous avons un local qui avait été acheté par le premier président du Congo ici du Sud, nous chargerons le cabinet conseil d'engager les procédures pour qu'on récupère le local du 37 bis rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement qui sera notre siège. Et je dis ceci, ça va être dans le calme. Pour ce qui est des gens qui peuvent se poser des questions, comment fait-on
lorsqu'on est marié avec une centrafricaine ou comme moi marié avec une Française. Donc la question entre les mariages des ressortissants du Sud et les mariages des ressortissants du Nord ne pose aucun problème. Pour ceux qui veulent, ils vont adopter la double nationalité. Pour ceux qui ne veulent pas, ils vont demander une carte de séjour. En tout cas, nous ne chassons personne. Et comprenez bien que nous ne sommes pas là pour créer un quelconque incident. Oui, je souhaite que M. Sassou, pour une fois, se rende à l'évidence. Au moins pour son peuple, qu'il laisse la Constitution tranquille, pour que, dans son propre camp, il profite de ces 6 mois qui lui restent, parce que, n'étant plus président, il n'a plus l'immunité présidentielle. Ça veut dire que tous ceux à qui il doit peuvent porter plainte. Et nous, en tant qu'État du Sud-Congo, nous allons demander à notre cabinet conseil de saisir les juridictions internationales pour qu'on sache où sont partis nos 750 000 personnes qui manquent à l'appel, d'après le rapport que lui-même, le ministre de l'Intérieur, M. Pierre Oba, le ministre des Finances, M. Mathias Nzan, que la Banque congolaise, que la BAD et les Nations Unies avaient signé. Oui, si nous ne créons pas cet État du Sud, nous ne saurons jamais où sont partis les 750 000 personnes qui manquent à l'appel. Si nous ne créons pas cet État, nous ne connaîtrons pas pourquoi les 350 jeunes ont disparu, qui ont été triés ont disparu. D'autant plus que j'entends ici, il a demandé à des avocats de dire non, la chose a été jugée. Mais de quel jugement on parle? Non, je sais que les avocats qui lui prennent l'argent, mais nous voulons savoir où sont partis nos 350 jeunes gens. Pourquoi on les a mis dans des conteneurs vivants et les jetés dans le fleuve Congo? Pourquoi on les a mis dans des trous, l'essence est brûlée? C'est pour ça que je pense que pour se respecter, il vaut mieux que ça se passe dans le calme. Parce que comprenez-vous que je ne suis pas pour qu'on verse le sang, qu'il soit du Congolais du Nord ou du Congolais du Sud. Je n'ai jamais été pour toute violence. Quand les propres parents du président Sassou ont voulu l'assassiner, j'ai dit non. Je ne veux pas que ce qui est arrivé au Rwanda arrive de nouveau au Congo pour qu'on dise les gens du Nord et les gens du Sud ont assassiné le président Sassou Nguesso. Ça va être l'hécatombe. J'ai dit à Mme Antoinette Sassou, votre mari risque d'être assassiné. Avertissez-le. Si on l'assassine, vous devenez complice et vous aurez affaire à moi. Parce que je ne voulais pas. Alors vous comprenez qu'on commet un forfait et ils le mettent sur les autres. Et je crois que le respect veut qu'aujourd'hui, le président Sassou, président du Nord Congo, se rende à l'évidence que l'État du Sud du Congo est bel et bien là, que les partenaires, au-delà de turbulences politiques du Congo, doivent être sereins parce que nous ne remettrons en cause aucun contrat signé légalement
Par contre, les contrats signés après le 30 avril 2014 seront remis en cause. Et pour continuer, que le Congo continue d'exister, je le précise bien, et j'appelle nos partenaires de comprendre que l'existence d'un compte séquestre ne sera pas gérée par nous, mais sera gérée par un cabinet. Et les cabinets savent comment retrouver tout. Alors il y vaut mieux que nous nous entendions. Parce qu'en vérité, ce qui peut poser problème entre le Nord Congo et le Sud Congo, c'est la garde des enfants. C'est ça le véritable problème de fond. Mais, mesdames et messieurs, comme je le disais tantôt, nous n'allons pas enrichir les cabinets, les avocats, parce que les enfants sont au Sud du Congo. Je vous remercie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce jour est un grand jour pour l'avenir d'État dont nous avons fait la proclamation il y a juste un mois. Les circonstances qui ont poussé le groupe que vous aviez en face à prendre cette décision de régler définitivement le problème des morts inutiles donnés aux uns et aux autres, tout simplement parce qu'ils appartiennent à une tribu, à une ethnie bien précise, ce problème est désormais terminé. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international. C'est ce que nous venons de faire, puisque le constat sur le massacre dont nous sommes victimes est établi depuis le 6 mars 2014, date à laquelle le gouvernement de Brazzaville a publié le résultat du recensement spécial qu'il a fait et qui a prouvé que la population des 5 régions du Sud a tout simplement baissé. Mais il n'a pas donné les raisons. Voilà pourquoi donc 2014 constitue pour nous le grand moment pour mettre enfin un terme définitif à cette relation circonstancielle aux effets conflictuels entre le Nord et le Sud. Certainement, pour ceux qui connaissent le Congo, les relations conflictuelles entre le Nord et le Sud datent depuis avant l'indépendance. Et les catastrophes, nous les avons mesurées il y a si peu. L'État du Sud Congo est né et va être constitué par toutes les régions sud qui viennent de constater le très grave effondrement de sa population. Cette décision va désormais nous épargner des débats inutiles et interminables sur les diversions autour de quelconques modifications constitutionnelles, alors que le fond du problème est celui de la conservation du pouvoir. Le pays dans lequel nous étions, jusqu'au 14, puisque c'est la date à laquelle nous avons fait donc notre déclaration, nous a poussé pendant près de plus d'un demi-siècle à vivre de conflit en conflit et des conflits sans fin. Soyez-en sûrs qu'il y avait un autre qui était en train de se préparer, mais celui-là n'aurait plus lieu. Le peuple donc des 5 régions a payé un lourd tribut avec cette fausse unité qu'on nous a fait miroiter pendant près d'un siècle ou plus d'un siècle. Le résultat du recensement 2013, publié donc le 6 mars 2014 par le régime en place, vient de nous donner la preuve de la destruction programmée de la population du Sud. Cette destruction n'est pas le fait du hasard,
Ce n'est pas fait d'une manière spontanée, mais elle était proclamée. Plus tard, au moment des questions arrivera, on vous en donnera un peu plus d'informations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la population de toutes les 5 régions fortement peuplées de notre pays vient de connaître cette hécatombe. Et tout le monde en pleure au pays, ceux qui y sont encore. D'où l'inévitable raison de la séparation afin que le peuple de ces 5 régions du Sud se protège lui-même pour éviter d'autres massacres qui risquent d'entraîner sa disparition totale, voire définitive. On connaît bien des peuples qui ont été très nombreux, mais qui ont fini par d'abord baisser et disparaître. Je n'en citerai pas pour l'heure des exemples. Le peuple de l'État du Sud Congo prend ainsi conscience ce jour, car toutes les preuves conduisant à la création de son État sont désormais établies. Ce n'est pas sur un idéal simple que nous avons pris la décision, mais c'est sur des faits avérés qui nous étaient donnés et permis de prendre cette décision. Aujourd'hui, la preuve de la raison réelle et profonde, mais cachée, du coup d'État du 5 juin 1997 est là, et à savoir tout faire pour rester au pouvoir et le conserver au nord. Je citerai M. Denis Sassou Nguesso, qui le 5 juin 1997 a fait un coup d'État et dont aujourd'hui on connaît les raisons. Demeurer au pouvoir et peut-être jusqu'à sa mort, nous ne savons pas. C'est ce que M. Denis Sassou Nguesso avait déjà, dès 2008 et 2009, dit dans ses interviews accordées à Jeune Afrique au sujet de la modification de la Constitution. Il disait « si le peuple le voulait ». Mais à cette époque, M. Denis Sassou Nguesso n'avait pas consulté le peuple. Mais c'est maintenant qu'il est en train de vouloir faire croire à l'opinion nationale et internationale que c'est le peuple qui le veut. Mais il avait déjà dit dès 2008 et 2009. Nous en avons les preuves. Monsieur Théophile Obenga, qui est un conseiller à lui, dira les propos suivants, que s'il n'était pas possible que le peuple écoute ce que Denis Sassou Nguesso disait, ou était en train de dire, ou était en train de faire, eh bien effectivement, la scission serait possible. Donc c'est bien M. Théophile Obenga qui le prononce. Il y a plus de 20 ans qu'il a dit, M. Théophile Obenga, qui est conseiller auprès du président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. C'est ce que Denis Sassou Nguesso est en train de faire dans ses tournées des régions afin de justifier la modification longtemps prévue de cette Constitution de 2002. Vous le savez tous, à Brazzaville, il y a un débat qui a été institué sur la modification de la Constitution de 2002. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était prévu de très longue date. Voilà pourquoi les faits qui suivent et qui complètent toutes les précédentes sont capitales et constituent des preuves irréfutables pour justifier la création de l'État du Sud Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en effet, le massacre planifié et exécuté méthodiquement de la population de toutes les 5 régions du Sud Congo, ce massacre a eu pour conséquence la disparition
de près de 750 000 personnes issues de ces 5 régions. Et pourtant, personne n'a bien voulu parler ou prendre en compte l'existence d'un génocide au Congo-Brazzaville. Personne n'a voulu y croire. Mais près de 750 000 personnes disparues, portées disparues, ça fait trop. Ça fait trop. La disparition des 350 enfants, donc tous des garçons, issus de la même ethnie donc du Sud, au beach de Brazzaville, dont tout le monde connaît le célèbre procès sur les disparus du beach. La mort du cardinal Émile Beyenda, un cardinal qui, pour être tué, a été enterré vivant. Le cardinal Émile Beyenda avait été enterré vivant. La mort du président Alphonse Massamba Deba, dont la dépouille est restée introuvable jusqu'à ce jour. M. Denis Sassou Nguesso doit savoir où se trouve le corps du président Alphonse Massamba Deba. Mais son corps, jusqu'à ce jour, n'a jamais été rendu aux parents. La mort du président Martin Ngouabi, dont les auteurs ont fait porter la responsabilité au peuple Congo, donc issu des 5 régions du Sud, à cette mort, la phrase suivante que nous avions entendue à Brazzaville, ce vendredi 18 mars 1977, et lourde de conséquences, disait ceci. Là, vous pouvez prêter attention. Ba Congo, ba Bomi, Marien. C'est-à-dire, les Congos ont tué le président Martin Ngouabi. Et là, c'est grave. C'est tout un peuple qui avait été désigné comme s'étant organisé pour tuer le président Martin Ngouabi, qui était du Nord. La guerre de février 1959, déclenchée par la mort d'une femme Bembe dans un quartier nord de Brazzaville, la mort de cette dame n'est autre que la conséquence logique de la guerre qui avait eu lieu. Pas la guerre qui avait eu lieu, mais c'était la suite logique du fait qu'un des députés en 1959 n'avait pas voulu voter pour M. Jacques Opango. Et donc le fait de ce député qui était du Sud de s'être retiré de la liste de M. Jacques Opango, donc M. Jacques Opango est privé d'accéder à la présidence de la République, donc du Conseil à l'époque, eh bien, va entraîner le déclenchement de cette guerre, dite guerre de 1959, qui sera, dont le déclenchement était finalement la mort de cette femme qui avait été éventrée, une femme qui était enceinte, parce qu'elle était tout simplement une femme Congo, donc du Sud. Ainsi, vous verrez que depuis le 15 août 1960, aucun président issu du sud du Congo n'a jamais pu terminer un mandat. Aucun président. Les raisons sont là. Aucun président du Sud, donc issu du Sud, n'a jamais pu terminer un mandat. Alors que nous savons depuis combien de temps M. Denis Sassou Nguesso est resté ou est encore à la tête de ce pays. Celui qui fut ce pays, mais qui ne l'est plus. À toutes ces tragédies viennent s'ajouter l'attaque injustifiée du 15 décembre 2013 chez le colonel Nsourou et l'hécatombe du 4 mars 2012.
Ces attaques injustifiées avaient un but bien précis. Et le but, nous l'avons su, que c'était pour préparer son discours du 31 décembre 2013. C'est pour ça qu'il y a eu cette attaque du 16 décembre 2013. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toutes ces preuves permettent au peuple de l'État du Sud Congo de créer son État afin de faire éviter d'autres massacres qui risquent d'entraîner, comme je l'ai dit tantôt, sa disparition définitive. Et ces massacres sont là. Ces massacres sont prévus au moment où nous vous parlons. C'est parce que nous avons compris que ces massacres étaient programmés et qu'ils viennent que nous avons voulu faire éviter à ce peuple ce qu'il a déjà vécu. Le massacre est là, il est prévu, il est préparé. Mais il n'aura plus lieu. Nous nous disons que sous l'égide des Nations Unies, le peuple de l'État du Sud Congo va être convié à entériner par un référendum qu'il va se charger d'organiser après le recensement total de sa population effective, celle de la diaspora y compris. D'ici peu, nous allons nous réunir, fixer des dates afin de programmer celles qui seront affectées et consacrées donc au recensement et du référendum pour la ratification de la décision, de la déclaration que nous avons faite et envoyée aux Nations Unies. Ensuite, vont suivre l'organisation de toutes les élections locales, législatives, sénatoriales, puis présidentielles. Ces dates, nous allons les déterminer, les voir avec les Nations Unies. Nous ne les ferons pas seuls, mais ça sera fait avec les Nations Unies, sous l'égide des Nations Unies. Voilà présentées les preuves qui ont conduit à la création de l'État du Sud Congo, dont la finalité est la protection contre son massacre programmé et planifié en vue de faire baisser très significativement sa population. Vous verrez que tout le long, nous ne parlons pas d'autre chose que de la protection des vies humaines d'un peuple qui est bien ciblé et qu'on doit exterminer. Nous pesons les mots. Nous pesons les mots. Oui, il y a eu génocide et un autre est en cours de préparation. Je vous l'ai déjà dit, et les preuves sont là, nous les avons. Nous avons décidé que plus jamais ces drames ne toucheront notre peuple. Nous avons décidé. Les instances dirigeantes internationales ou celles du Congo vont tout simplement prendre acte. Et ils ont pris acte, parce que nous n'allons plus revenir en arrière. C'est fini, ce qui est fait, et nous allons de l'avant. Nous appelons toute la population des 5 régions qui constituent l'État du Sud Congo de rester calme et se préparer pour le recensement, le référendum, pour la ratification. Ensuite, de se préparer pour l'ensemble du processus électoral qui va nous conduire à la mise en place de nos institutions. Donc l'appel est lancé à l'ensemble de toute la population de l'État du Sud Congo de rester calme, de ne pas répondre aux provocations, ni d'esprit de vengeance, car nous sommes en train de travailler pour faire aboutir ce que nous avons commencé. Le calme, et c'est ce que nous recommandons à l'ensemble de la population. Au nom de tout le peuple de l'État du Sud Congo,
nous ne pouvons que vous remercier, vous qui êtes venus nous assister. J'en ai terminé.